Bonjour à tous et à toutes. Nous avons abordé au cours précédent, lors de notre dernière rencontre par vidéo interposée, nous avons rencontré le zodiaque et je voulais présenter un petit peu sous toutes ses coutures techniques. C'était un petit peu sec. Ça laissait pas beaucoup de place à l'imagination. Le zodiaque avec les structures des signes par 2, par 3, par 4, par 6, en opposition, en origine et en fin, en éléments, en rythme. Ça vous a peut-être un peu parlé, mais ça vous a peut-être aussi paru un petit peu fatigant à retenir. Alors, c'est comme si nous avions posé les fondations de la maison, que nous avions commencé à monter les murs. Il faut peut-être maintenant les décorer et rendre l'ensemble plus sympathique, plus attirant, plus habitable. Donc, on va reprendre les mêmes structures, mais cette fois-ci, elle ne va pas les évoquer du point de vue cosmique ou du point de vue astronomique, mais on va les évoquer du point de vue symbolique. Et là, ça devient tout de suite tout à fait autre. Je m'appuierai pour ce cours, pour ce partage, excusez-moi, le mot cours me vient bien sûr beaucoup plus facilement aux lèvres que le mot partage. Je m'appuierai sur deux auteurs que j'ai beaucoup aimés. La première, surtout, Madame Claire Santagostini, qui fut un éminent professeur d'astrologie, et pas seulement éminent professeur d'astrologie, quoique j'ai jamais travaillé avec elle. Quand je suis rentré dans le métier, elle avait pris sa retraite, elle m'a envoyé une très gentille lettre où elle m'envoyait vers d'autres formateurs. Mais elle est aussi la conceptrice d'une certaine forme, d'une certaine conception de l'astrologie. Elle avait été elle-même l'élève d'un grand anthropologue français qui s'appelait Marcel Jousse, et sur lequel, celui qui a inventé la loi du mimisme astrologique, et sur lequel j'aurai à revenir, mais plus tard, pas maintenant. Et puis le deuxième, c'est Stephen Arroyo, qui est un astrologue américain de formation psychologique jungienne. C'est de bonnes références. Et je suis soucieux, si vous voulez, de vous mettre avec le maximum de pensée extérieure à la mienne, de façon à ne pas me montrer un petit peu trop, comment dire, trop présent dans ce cours ou dans cette formation. Alors, elle distingue, Madame Santagostini, distingue plusieurs structures dans le zodiaque, comme nous l'avons vu, et notamment la structure par deux. Et elle nous dit que tout dans notre vie est bilatéralisé. Par exemple, à l'astrologie, nous pouvons évoquer une force centrifuge, celle qui entraîne l'ensemble des planètes et des corps célestes autour du Soleil sur l'éclipsite, mais nous pouvons distinguer aussi une force centripète, la rotation de la Terre sur elle-même. Les signes d'un côté, les maisons de l'autre, si vous préférez. Nous connaissons à l'élément naturel le flux et le reflux de la vague de l'océan, la veille et le sommeil, l'extraversion et l'introversion. L'être, nous avons tous deux jambes et deux bras, deux yeux, deux oreilles. Donc l'être humain, pour elle, est un être bilatéralement organisé et il joue bilatéralement sa pensée et il joue bilatéralement sa vie. Nous avons aussi des signes, je l'ai dit, introvertis et extravertis, mais nous pouvons aussi considérer que certains signes sont plus égocentriques et d'autres plus allocentriques. Donc ça va nous donner un certain nombre de différences. Quelles sont-elles? Alors, si je reprends les notes que j'avais prises lors de mes cours de jeunes étudiants, dans les signes centrifuges, qui sont aussi les signes de feu, nous avons des éléments de conquête, de création, excusez-moi, de distribution, de transformation.
Dans les signes de terre, centripète, et qui touchent à la matière, le feu touche au dynamisme, la terre touche à la matière, eh bien, des signes où on met les choses en œuvre, où on les fixe, où on les centralise, où on les structure, où on les solidifie. Si nous prenons maintenant les signes d'air masculin, centrifuge, nous avons essentiellement le domaine des échanges. Nous pouvons équivaloir ce mot-là avec les mots fusion, communication, modalité de diffusion, expansion, dilatation, etc. Et puis avec les signes centripètes qui sont les signes d'eau, ça fera la quatrième et dernière famille. Le mot essentiel, c'est le mot passage ou le mot modification. Et nous avons là l'émotivité, la réceptivité, la passivité, la plasticité, la sensibilité et la soumission. Chacun de ces éléments et chacun de ces signes de feu, de terre, d'air et d'eau sont constitués, voilà encore la bilatéralité, de deux qualités que nous appelons dans notre jargon astrologique les valeurs élémentales. Eh bien, c'est tout simple à concevoir. Le feu, il est chaud et il est sec. L'air est d'abord humide et ensuite chaude. La terre est froide et sèche. Et l'eau, d'abord, la terre est sèche et froide, et l'eau est froide et humide. Vous voyez? Donc le sec et le chaud, le froid et l'humide constituent les quatre signes. À chaque fois, nous en avons deux. Il y en a un qui est prédominant. Chez le feu, l'élément prédominant, la valeur prédominante, excusez-moi, c'est le chaud. Chez la terre, c'est le sec. Chez l'air, c'est l'humide. Et chez l'eau, c'est le froid. Et nous nous retrouvons avec 12 signes découpés en 3 groupes de 4, ce que nous appelons le quaternaire. C'est les 3 signes de feu, les 3 signes de terre, les 3 signes d'air, les 3 signes d'eau, que nous allons reprendre, que je reprends ici, parce que je vois que je m'étais fait un très joli schéma. Le feu, vitalité, action, passion, entreprise, dans l'idée d'entreprendre quelque chose. La terre, la réalisation, la construction, la matérialisation, l'immobilisme, la conservation, quelquefois. Parce qu'on va voir qu'ils ont leurs aspects négatifs. Là, je ne fais qu'énoncer les aspects positifs. L'air, intellection, théorisation, échange, communication, relation. Et l'eau, la fécondité ou la fécondation, la réceptivité, les émotions, l'élaboration et les modifications ou métamorphoses. À l'intérieur de ces éléments, nous avons aussi découpé, déterminé au cours précédent, une autre division du zodiaque, à savoir les divisions par saison. Et à l'intérieur de ces saisons, qui commencent toutes par un signe cardinal, dont je vous ai dit que le cardinal évoquait ce par quoi on s'ordonne, et qu'il évoquait le pôle, l'axe en latin. Nous avons donc des signes de début de saison qui sont tout proches ou des équinoxes ou des solstices, Bélier, Balance pour les équinoxes, Cancer, Capricorne pour les solstices, et nous avons les fixes et les mutables. Alors, quelles qualités attribuer aux signes cardinaux? Eh bien, des signes d'élan, d'impulsion, d'activité, d'initiative. On lance une action.
on se lance dans l'action. Les signes dits fixes, on stabilise, on persiste, on s'obstine, on fait preuve d'endurance, de secondarité. Il y a un tas de mots qui pourraient vous venir à l'esprit et qui iraient dans le sens de ces mots que j'évoque pour vous. Et enfin, les signes mutables, flexibilité, adaptabilité, souplesse, instabilité. Mais il ne faut pas oublier que, comme je vous le disais, chacun de ces signes présente aussi son côté négatif. Pour les signes cardinaux, si nous avons relevé l'initiative, l'audace, l'ambition, l'impulsion, l'action rapide, il nous faut aussi tenir compte du fait que, bien souvent, ils font preuve de précipitation, d'un manque de persévérance, de changements subis, de ruptures brutales. Pour les signes fixes, si nous avons relevé de la stabilité, de la fermeté, de la volonté, de la passion quelquefois, de l'énergie psychique et secondaire, il nous faut aussi quelquefois relever chez eux l'orgueil, l'intolérance, la routine, la fermeture, l'indolence, le manque d'adaptabilité, côté têtu, cabochard. Et enfin, pour les signes mutables, si nous avons relevé l'adaptabilité, le discernement, l'intelligence, la souplesse d'esprit, très souvent aussi il y a un côté tolérant et humanitaire. De l'autre côté, il nous faut souvent relever l'indécision, la ruse, l'esprit imitatif ou superficiel, le mensonge, l'esbrouf, la mythomanie. À titre de signe mutable, très occupé dans un thème que nous connaissons bien, celui d'Emmanuel Macron, nous avons plusieurs planètes dans le signe du Sagittaire. Nous en avons aussi dans le signe de la Vierge. Et on ne peut pas parler d'une entière franchise ou bien d'une grande rigueur dans la pensée d'Emmanuel Macron qui peut se contredire plusieurs fois au cours de la même semaine. Dans un petit résumé, une petite récapitulation, nous savons que les signes du zodiaque peuvent être apportés d'abord à deux mouvements que nous avons appelés la force de jour et la force de nuit. La force de jour, en gros, est une énergie individualisante. Elle évoque la formation de l'individu en tant que tel du bélier à la balance, alors que la force de nuit est une force non individualisante, plus qu'individualisante. C'est elle qui nous ouvre à ce qui n'est pas moi. Donc à l'autre et puis à d'autres valeurs que je vais vous décrire. Donc elle peut concerner, il s'agit des signes qui vont de la balance incluse au poisson inclus, l'intégration de la société ou dans le collectif, quel qu'il soit, la force de collectivisation ou d'intégration au groupe, et la mise de l'individu au service du groupe. Alors, ça nous fait de force, mais on a 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Donc, effectivement, dans les 6 premiers signes du zodiaque, dans le printemps, dans l'été, la force de jour est d'une force dominante. Elle augmente et elle culmine au signe de printemps, elle domine toujours, mais elle diminue au signe d'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les 3 premiers signes du zodiaque, c'est la force toute nue, toute crue. C'est l'individu qui est mu par sa propre vitalité, ses propres mécanismes, ses propres dimensions vitales et énergétiques. C'est l'individu à la conquête du monde, si vous voulez. Pour les signes d'été, puisque cette force diminue, c'est comme si, d'une certaine manière, l'individu se structurait, s'affinait, se précisait.
s'organiser intérieurement. D'abord, il s'organise à l'intérieur de son propre monde, puisque dans le cancer, nous avons les rapports avec la famille, le foyer, les origines, les sources. Dans la Vierge, nous avons le rapport avec les méthodes, avec le travail, l'auto-perfectionnement, l'apprentissage, la rationalisation, la méthode, la santé. Tous ces mots-là, vous les trouverez dans la description du signe de la Vierge, si vous feuilletez quelques ouvrages où on parle des signes du zodiaque. Et dans le lion, qu'est-ce qu'il découvre? Sa force intérieure. Et sa force intérieure, sa puissance de créativité. Qu'il va déployer d'abord à travers sa vie émotionnelle et amoureuse, l'amour, qui le porte à faire de grandes choses. Rodrigue, as-tu du cœur? Si autre que mon père l'eût éprouvé sur l'heure. Ah, nous avons là une réplique typiquement lion. Mais il y a aussi le rapport avec la procréation, avec la capacité de se perpétuer, de faire des enfants. Et c'est une valeur que le lion partage avec le scorpion, mais pas sous le même angle. Sous le scorpion, il s'agit véritablement de servir la société et de lui permettre de se prolonger, de vivre et de survivre à travers l'inéluctable événement de la mort, alors qu'au lion, il s'agit simplement de ce trop-plein d'énergie qui nous pousse à enfanter d'autres nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs très dangereux chez le lion qui a trop souvent, parce qu'il est très généreux, très fort, très sûr de lui, à vouloir façonner ses enfants à l'image qu'il se fait et de lui-même ou bien de l'enfant idéal. On y reviendra lorsqu'on parlera des signes, bien sûr. Donc, cancer, lion, vierge, à savoir les 3 signes d'été, c'est l'homme qui se prépare à rencontrer la société au signe de la balance. Les signes d'automne, c'est l'homme en relation avec la société, effectivement. Avec les autres, à travers les associations et le mariage et les contrats, avec le signe de la balance, avec les autres en tant que collectivité régie par des lois, par une religion, par des principes, par des philosophies. Et ça, c'est le but du Sagittaire, d'élever l'homme au-dessus de sa condition individuelle pour lui faire acquérir une dimension collective, voire plus, religieuse par exemple, alors qu'au Scorpion, il s'agit de disparaître en tant qu'individu pour reparaître en tant que membre d'une société qu'il s'agit de faire perdurer. Et on y retrouve bien sûr les principes de la sexualité. Là, je reviendrai là aussi. Pour l'instant, je ne fais que énoncer les choses. Et enfin, 4e saison, la saison d'hiver, c'est la saison du détachement. N'oubliez pas ce que j'ai dit hier, c'est que du 1 au 10, du bélier au capricorne, le 10, c'est la capacité de s'accomplir en tant que personne humaine présente sur Terre, si je puis dire. Alors que le 12, et dans le 12, il y a forcément les 3 derniers signes du zodiaque, le Capricorne, le Verseau et le Poisson, nous nous dépassons nous-mêmes pour servir une dimension plus que personnelle, et ce n'est plus simplement la société, c'est un ensemble de principes, de valeurs, qui nous sont plus chers que nous-mêmes, normalement. L'État, la société, le service, la responsabilité, l'emploi, la carrière éventuellement, mais ce qu'on appelle le devoir d'État avec le Capricorne, avec le Verseau, le devoir de préparer l'avenir et d'éduquer, de former les gens, de transmettre tout ce que nous pouvons transmettre pour préparer cet avenir et pour permettre aux autres d'avoir un avenir, notamment à nos enfants, puisqu'en face il y a le lion. Et puis avec les poissons, c'est la découverte de notre destinée éternelle et universelle à travers une démarche
religieuse, humanitaire, qui nous permet de nous dépasser, non seulement de dépasser, mais même de dissoudre notre propre individualité dans une unité beaucoup plus grande que celle de l'individu. Voilà. Et maintenant, pour, euh, pour parachever cette petite présentation, cette deuxième présentation sur le zodiaque, mais cette fois-ci vue sous l'angle analogique et sous l'angle symbolique et même sous l'angle philosophique, je voudrais revenir sur cette notion d'éléments essentiels à l'astrologie et notamment essayer de cerner les combinaisons qui peuvent se manifester entre deux éléments compatibles ou incompatibles. Et nous allons commencer par la dominante extravertie qui établit la complémentarité ou la combinaison entre l'air et le feu. Dominante extravertisme. Nous avons affaire à un individu plein d'aspirations et idéaliste, dans l'absolu, hein, parce que tout ça se module suivant l'individu, suivant son éducation, son milieu, etc. etc. Bon, hein, beaucoup d'autres choses. Et la façon dont les planètes, les éléments dynamiques d'un thème natal, la façon dont les planètes sont réparties dans l'ensemble des signes. Un extraverti lion ne sera pas le même qu'un extraverti verseau, ou un extraverti balance, sagittaire, ou un extraverti bélier. Bon. On note pour l'extraversion l'optimisme, l'humour, les talents créatifs. La combinaison créative associe le feu de l'action nourri par les idées que l'air lui insuffle. Des idées elles-mêmes sont nourries par les aspirations du feu, c'est-à-dire que où l'intellect nourrit la volonté, lui inspire des prises de décision et des actions, où la volonté elle-même suscite, dans la mesure où elle suscite des ambitions et des désirs, elle suscite des idées favorables à la réussite. Alors les risques, c'est de planer au-dessus de la réalité. S'il y a peu de terre, il n'y a pas qu'à 4 éléments, nous travaillons sur 4 éléments. Nous vivons sur 4 éléments. Un risque de s'éparpiller, de se disperser, de disperser l'énergie jusqu'à l'épuisement. Il peut y avoir un manque de persévérance si on manque de terre, un manque de profondeur, d'émotivité, de réceptivité si on manque d'eau. On risque de négliger ses besoins profonds. Par compensation, parce que n'oublions pas qu'un manque quelconque réagit toujours sous la forme d'un désir de compassion, de compensation, de surcompensation, qui nous fait épouser des valeurs que nous n'avons pas et que nous caricaturons un petit peu. Donc par compensation, les signes très extravertis vont s'intéresser souvent aux problèmes inconscients et émotionnels et aux soins médicaux. On travaille sur ce qui nous manque. C'est le principe même de la résilience, je crois. Dominante introvertie, donc un maximum, une valorisation dans notre thème natal, dans un thème natal, des éléments eau et des éléments terre. Au positif, c'est l'alliance de l'intelligence profonde et intuitive de l'eau à la solidité et au sérieux et à la logique de la terre. Ça nous donne une personnalité enracinée dans la réalité et dans l'expérience quotidienne. Cela détermine une grande force intérieure, une capacité d'endurance exceptionnelle. Quelquefois, ça nous donne des gens capables de porter de lourds fardeaux, une capacité de survivre à toutes les calamités. Inversement, en déficit, ça peut noter un attachement peut-être excessif à la sécurité, aux possessions, au travail,
aux enfants, un attachement trop grand au passé, un manque d'esprit d'entreprise parce qu'il manque la confiance du feu pour prendre des risques, et puis une certaine fermeture intellectuelle parce qu'il manque la souplesse, l'ouverture et la mobilité de l'air. Alors maintenant, et j'en terminerai avec ça, je voudrais relever pour vous les thèmes, les personnes chez lesquelles nous avons une prédominance de deux éléments contraires. Donc par exemple, l'air et l'eau. On verra comment ça se combine dans le thème, hein. Nous n'en sommes pas encore là. Bon. Eh bien, quelqu'un qui est un thème, une personnalité qui est dominée, tiraillée entre les besoins de l'air et les besoins de l'eau, ça nous donnera quelqu'un de tiraillé entre deux orientations intellectuelles et émotionnelles différentes, ou entre l'émotionnel et le rationnel, l'intellectuel. C'est une personne qui peut développer les deux types de perception, l'abstraction intellectuelle, l'intuition émotionnelle. Les idées gagnent en profondeur et les sentiments en détachement. Combinaison la plus imaginaire de toutes, que nous trouvons très souvent chez les écrivains. J'en donnerai des exemples, nous aurons l'occasion d'en rencontrer. Donc ça nous donne deux moyens de communication, ça, hein, l'eau et l'air. Le danger, c'est bien sûr la rêverie, s'enfermer dans l'imaginaire, de développer une imagination fertile. Ça nous donne peut-être des dons pour les arts et les sciences, des dons pour le conseil et la guérison, à condition que nous sachions garder quand même au moins un pied dans la réalité. Ça nous donne aussi des gens capables de capter des perceptions subtiles de l'inconscient et de les formuler verbalement de façon consciente. Donc, excellent pour les psychanalystes, par exemple, pour les psychologues, pour les éducateurs. La combinaison du feu et de la terre. Là aussi, nous avons l'élément le plus dynamique, le plus actif, le plus volontaire qui soit, avec l'élément le plus stable, le plus conservateur qui soit. C'est une combinaison qui, sous ses apparences un peu déconcertantes au départ, peut se révéler la plus créative qui soit avec le feu et la plus productrice qui soit avec la terre. C'est une combinaison qui allie l'initiative et le sens pratique, qui a un impact sur le monde. La terre apporte la patience et la discipline au feu. Le feu apporte la confiance et la foi à la terre. Il y a un besoin de se confronter avec le monde extérieur. Ce sont les bâtisseurs, les créateurs. Si la combinaison manque d'eau totalement, vous avez des thèmes dans lesquels vous n'avez pas la valorisation d'un seul cilieu d'eau. Tout se répartit dans les trois éléments, dans les trois autres éléments, le feu, la terre et l'air, et rien dans l'eau. Alors si le thème manque d'eau, nous risquons d'avoir affaire à un rouleau compresseur, parce que c'est un être qui va être déconnecté de sa vie intérieure. L'eau, c'est essentiellement la vie intérieure, la vie émotionnelle. Et Dieu seul sait si la vie émotionnelle, la vie de l'âme, peut nous éclairer sur les décisions à prendre. S'il n'y a pas d'air, ça peut arriver aussi. Aucune planète, aucun élément dynamique venant favoriser le travail de l'air. On peut manquer de réflexion et de détachement par rapport aux réalités concrètes. Un sujet étanche, mon monsieur. Si nous avons une combinaison entre le feu et l'eau, c'est une combinaison qui exprime tout de manière émotionnelle et impulsive. C'est les grands tempéraments
volcaniques et les grands tempéraments théâtraux. Les trouvons d'ailleurs très souvent chez les acteurs, cette combinaison du feu et de l'eau. C'est une combinaison qui fonctionne sous pression. Ça bout. C'est un conflit entre les aspirations, l'esprit d'entreprise, le feu, et puis les émotions, les sentiments inconscients, l'eau. Ou bien entre l'égocentrisme du feu, qui nous pousse à nous affirmer, nous, individuellement, et l'altruisme de l'eau, qui nous pousse à communier avec l'autre. Il y a néanmoins la capacité d'exprimer spontanément ses sentiments autrui. Ça détermine un caractère qui peut s'avérer simple et spontané, chaleureux, souvent totalement imprévisible, mais c'est quelqu'un qui s'impliquera dans toutes ses activités. Quand il entreprendra quelque chose, il y mettra tout son cœur. Enfin, nous avons la combinaison entre l'air et la terre. Ce sont des énergies incompatibles dans leur mode d'expression, mais les signes d'air et de terre sont gouvernés par les mêmes planètes. Elles ont donc des valeurs communes et des modes de fonctionnement communs. Exemple, Mercure, que nous n'avons pas encore vu, mais que nous allons voir, est le maître des Gémeaux, signe d'air, mais il est aussi le maître de la Vierge, signe de terre. Vénus est le maître du Taureau, signe de terre, mais elle est aussi le maître de la Balance, qui est un signe d'air. Saturne est le maître du Capricorne, signe de terre, mais il est aussi le maître du Verseau, avec Uranus, entre guillemets, avec Uranus et Verseau, qui est un signe d'air. Donc, cette combinaison air-terre associe la conscience intellectuelle et conceptuelle à l'efficacité pratique. Elle obéit à une logique rigoureuse où n'interfèrent pas l'émotivité de l'eau et l'impulsivité de l'air. L'impulsivité du feu, excusez-moi. Vous saviez combien j'ai de difficultés à parler tout seul devant la caméra. Alors ne m'en veuillez pas de bégayer ou d'hésiter un peu de temps en temps. Bien sûr, l'air-terre, la combinaison air-terre nous donne des concepteurs, des organisateurs, très souvent des scientifiques. Des êtres chez qui c'est l'intellect qui prédomine tout. Voilà, donc ce petit retour sur les combinaisons élémentales me paraissait intéressant, important, avant d'entamer un travail plus conséquent, plus important, définitif, sur les signes du zodiaque, qui seront suivis ensuite, alors on va les prendre dans tous les sens, un par un, et puis par opposition aussi, par valeur d'axe si vous préférez, parce que je crois que ce sont les deux façons les plus accomplies, les plus profondes de les comprendre. Nous les mettrons en relation avec leur maître, c'est-à-dire avec les corps célestes ou les planètes qui ont élu domicile dans chacun d'eux. C'est ça, c'est le travail de la réunion prochaine, et peut-être qu'elle s'étendra sur 2 séances. On verra bien. En attendant, je vous demande de réfléchir à tout ce que nous avons vu concernant les éléments, et pour que ce ne reste pas purement intellectuel, mais que vous vous sentiez pris dans le mouvement d'assimilation de ces notions nouvelles, vous devriez commencer, si vous avez l'occasion, à regarder un peu ce qui se passe dans votre propre thème natal. Si vous n'avez pas votre thème natal, vous pouvez l'obtenir très facilement en allant sur un thème qui s'appelle Astrothème. A-S-T-R-O-T-H-E-M-E. Astrothème. Et vous pourrez là obtenir votre carte du ciel. Vous suivrez les instructions, elles sont très simples, et vous pourrez le mettre sur papier. Et à ce moment-là, ayant votre thème sous les yeux, vous pourrez vous amuser à voir par exemple le nombre de corps célestes, il y en a 10,
10 principaux. Il y a des points fictifs, mais la lune noire, les nœuds lunaires, on laisse tout ça de côté. En attendant, on s'occupe du Soleil, de la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Entre Vénus et Mars, il y a la Terre. On ne la compte pas. C'est le lieu d'observation. Mars, donc, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Nous avons 10. Et nous avons la Lune, bien entendu, qui est un satellite de la Terre. Vous les observez et vous regardez si elles manifestent une prédominance, une attirance particulière sur un des éléments, feu, terre, air, eau, sur un des rythmes, cardinaux, fixes, mutables, si vous avez des oppositions, des valeurs d'axe très accentuées, par exemple une ou deux planètes dans le signe du Bélier et une ou deux planètes dans le signe de la Balance. Alors déjà, l'axe Bélier-Balance prendra une importance particulière pour vous, ce qui veut dire que les relations avec les autres auront la priorité dans vos préoccupations. Bon, toute chose par ailleurs. Si vous voulez aller plus loin, parce que c'est une façon un peu grossière peut-être de débrouiller un thème, il y a des subtilités qui peuvent intervenir et qui font que toutes les planètes n'ont pas la même valeur. Tous les corps célestes ne peuvent pas être attribués de la même puissance réalisatrice dans notre thème. Certaines sont plus importantes que d'autres. Toutes celles qui sont près du Soleil ont plus d'importance que celles qui sont de l'autre côté de Saturne, les transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous amuser de la façon suivante. Vous attribuez 3 points au Soleil, 3 points à la Lune, ce sont des luminaires. Et véritablement, un être humain, enfin la structuration astrologique de l'être humain se constitue entre ces deux pôles. Le pôle le plus inconscient, le plus proche de nos mécanismes naturels, c'est la Lune. Le pôle le plus proche de l'élaboration la plus sophistiquée de notre volonté, de notre intelligence, c'est le Soleil. Donc 3 points à la Lune, 3 points au Soleil, 2 points à Mercure, la pensée, 2 points à Vénus, le sentiment, 2 points à Mars, l'action, 2 points à Jupiter, l'organisation, 2 points à Saturne, la structuration et la responsabilité, et 1 point à Uranus, 1 point à Neptune, 1 point à Pluton. Bien sûr, il faudrait que vous connaissiez chacune de ces 10 planètes, que vous sachiez les reconnaître sur une carte du ciel. Mais si vous vous intéressez à l'astrologie et que vous suivez mes cours, je pense que c'est parce que vous avez déjà quelques notions. Si vous n'en avez pas, vous allez les acquérir, ne vous inquiétez pas, on fera ce travail plus tard. Vous pouvez aussi attribuer 3 points supplémentaires au signe dans lequel se trouve votre ascendant. L'ascendant, c'est l'horizon de votre lieu de naissance prolongé dans l'espace et allant frapper un signe du zodiaque. C'est le signe ascendant, c'est celui où se lève le soleil au début de la journée, hein, à son lever. Bon, c'est pourquoi on l'appelle ascendant. Ascendant, c'est le mouvement montant du soleil. C'est le signe où apparaît le soleil au petit jour. Donc ce signe ascendant a une détermination, nous le verrons, extrêmement importante dans la constitution de votre personnalité. Donc vous pouvez, surtout s'il y a des égalités, vous pouvez lui ajouter 3 points. Ça vous permettra peut-être de trancher certains problèmes. Voilà, c'est un petit exercice que je vous conseille de faire et qui met déjà en application les notions purement abstraites que nous avons passées en revue au cours de ces 2 premiers cours. À très bientôt et rendez-vous au prochain partage où on va approfondir les signes du zodiaque. Je vous remercie de votre attention.